L'étrange silence de l'Europe, le curieux cas du chien qui n'a pas aboyé. Ici, c'est le dernier article qui est paru parmi les articles intéressants sur la liste. Et cet article est une réédition d'un précédent qui était déjà publié ici, qu'on va mettre là. Le curieux silence qui entoure les bulles de gaz en mer Baltique. Et la différence entre les deux articles sont principalement le début et la fin. Là, il y a l'histoire de Conan Lloyd qui a été rajoutée en plus. Le fait que le chien n'ait pas aboyé alors qu'on s'attendait à qu'il le fasse. Et là-dessus, dans cet article, on parle simplement du contenu. La fin aussi est différente, mais ils ont oublié, ça va là. Et donc on a ces deux paragraphes. Ce que ça peut signifier, ça s'arrête là, et on a ces deux paragraphes en plus ici. C'est marrant que l'auteur ait réédité son article. Donc on va prendre le dernier. Hein. Et c'était en fait sur le premier article qu'on avait fait un travail qu'on a publié et qui n'a pas été mis en ligne pour des raisons que YouTube seul connaît. Cette vidéo avait des problèmes de son et donc on a essayé de la refaire. Et on va s'y remettre aujourd'hui, tout simplement, parce que cet article est très intéressant pour ce qu'on veut étudier. On va dire qu'on appelle ça le data journalisme, mais en tout cas les liens qu'on peut établir entre les articles et les données qu'on peut avoir autour. Ce qui est intéressant et ce qu'on cherche, c'est d'avoir un cas d'étude qui soit valable dans le temps. Et notamment aussi, ce qu'on cherche, c'est d'avoir des informations plus approfondies pour essayer de comprendre ce qui se trame en fait dans l'actualité. Mais on peut obtenir cette information grâce aux recherches qu'on peut faire. Cet article, entre parenthèses, est passé relativement inaperçu parce que dans la foulée de la tonne d'articles qui défilent toute l'année, notamment parmi les plus fameux, ceux qui sont de la catégorie articulation historique, on a des auteurs prestigieux qui passent les uns après les autres. Mike Whitney, Thierry Messant. Alors, il y a celui-là d'Alistair Crook. Il y a Pepe Escobar qui nous a sorti une série d'articles. Léonide Savin, Daniel Vanov, Michael Hudson, encore Alistair Crook, Andrew Korebko. Cet article-là aussi était très fameux. Il a été étudié par des Fansa. Olivier Renaud qui fait des articles de plus en plus intéressants. Ainsi de suite. Et donc, ça va très vite. Chaque jour, il y en a un ou deux qui sont d'une très grande importance à lire et à connaître. Et celui-là, il peut vite passer sous le nez, alors qu'il est spécifiquement très intéressant. Alastair Crook, en général, il essaye de faire des articles qui permettent de prendre du recul sur les événements, tel que le dit Philippe Grasset de Defensa. Il le dit à propos de Pepe Escobar, mais c'est valable pour Alastair Crook. Ces auteurs transforment les faits d'actualité en faits anecdotiques au sein d'une compréhension plus globale. Ici, la question c'est, les médias occidentaux ne cessent de spéculer sur la question de savoir si oui ou non nous sommes à l'aube de la Troisième Guerre mondiale. En fait, on y est déjà. Oh, tiens, il l'a marqué aussi. En fait, nous y sommes déjà. Donc ça, c'est une partie qui a été retravaillée, notamment pour introduire la notion des Straussiens. Donc ce sont les faucons néoconservateurs, si vous préférez, qui avaient comme plan et stratégie d'utiliser la faiblesse de la Russie comme une opportunité. Faiblesse qu'ils se figuraient en tout cas, pour ouvrir un nouveau front de guerre et donc ainsi piller les ressources de la Russie et puis la fracturer en un kaléidoscope de parties. Ça, ça a été ajouté, mais pour nous, ça nous évoque ceci. Bam, cet article, la stratégie occidentale pour démanteler la Fédération de Russie, qui notamment est lui-même placé à la suite de celui-là, qu'on va mettre là. Ça, c'est les données factuelles. La déclaration adoptée par le deuxième forum des peuples, soi-disant libres de Russie. C'est un coup de la CIA à tous les coups,
coup des États-Unis, qui essayent de réutiliser le terme de souveraineté et de décolonisation pour l'appliquer à la Russie dans le but de la fragmenter euh, en un tableau à peu près comme ça. Évidemment, puisque ça les arrange, tout d'un coup, la souveraineté est intéressante. Voilà, ça ressemble à ça. Et l'article de Thierry Messant, c'était celui-là, hein. Voilà. Et donc, on avait déjà étudié ce cas aussi en particulier dans une vidéo précédente. Nous, chez nous, ici, il est question d'Estrociens. Et là encore, c'est intéressant parce que Alastair Crooke évoque les Straussiens pour une des premières fois, je pense. Il a dû le faire quand même quelques fois avant. Mais ce terme, là encore, c'était Voltaire Net qui en avait parlé quasiment le premier. Ça dure depuis longtemps, cette histoire, mais c'est lui qui a mis cette, cette question à l'ordre du jour au début de l'année, ce qui nous a valu le fait d'ajouter un tag et de retrouver à peu près. Tiens, celui-là, c'est vrai qu'il était intéressant. Lexique pour les stratèges en herbe de René Nabat. Un très 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 bon article, qui fait un récapitulatif des stratégies impérialistes. Donc voilà, dans le sabordage de la paix, les bandéristes, les relations, etc. C'est Thierry Messant qui avait le premier prononcé la phrase que Alastair Crooke prononce d'un côté. Euh, qui sont ces Straussiens? Eh bien, etc. On va y venir. Et donc, aux grand dames de ces Straussiens, le pillage néolibéral qu'on vient de voir n'a pas eu lieu comme prévu, évidemment. Ce qui a fait glisser la stratégie vers une tentative de contrôler les flux et les corridors d'énergie. On se rappelle que là, à ce moment-là, on est pile poil après l'explosion des Nord Stream. Et donc la question, c'est pourquoi les médias ne disent rien à propos de ça. Ça aussi, ça a été rajouté, le deuxième paragraphe, le fait que Poutine organise des référendums fait monter les enchères, étant donné que toute attaque sur l'est de l'Ukraine est une attaque contre la Russie, de facto maintenant. C'est dans ce contexte qu'a eu lieu l'explosion des pipelines. Aussi dans cette deuxième version de son article, il introduit la question, parce qu'il a dû y réfléchir après coup, du problème lié à l'inflation et de l'éclatement final de la bulle gigantesque qu'est l'économie globale, de l'assouplissement quantitatif qui, comme la vaccination est déconseillée pendant une période d'épidémie, de la même manière, un assouplissement quantitatif est extrêmement déconseillé pendant une période d'inflation forte. Mais en même temps, comme on le sait tous déjà, ça a été dit plusieurs fois par de nombreux auteurs, ils n'ont pas d'autre choix en même temps. Et évidemment, cette crise inflationniste ne fait que d'être renforcée par la confiscation des pipelines. Un commentateur financier perspicace a fait remarquer l'éclatement des bulles n'est pas seulement dû à la chute des prix gonflés, mais aussi à la reconnaissance du fait que tout un mode de pensée était erroné. En d'autres termes, les Straussiens ont-ils bien réfléchi à leur récente excitation à la perturbation des pipelines? Notamment, Blinken vient de qualifier le sabotage Nord Stream de formidable opportunité. Et ce que note Alastair Crooke, et qui est très intéressant ici, ça tient en une seule phrase, à un seul endroit dans l'article, mais c'est un point qu'on va approfondir. Curieusement, le sabotage a coïncidé avec des rapports suggérant que des pourparlers secrets étaient en cours entre l'Allemagne et la Russie pour résoudre les problèmes de Nord Stream et relancer l'approvisionnement. Pourparlers secrets, c'est lui. Cet article-là, tu vas la reconnaître facilement, c'est Pepe Escobar qui profite de la terreur des pipelines. Donc tu fais, puisqu'on l'a ici, hop, là tu vires, là tu le mets là,
Oups, pardon, il aurait dû le faire tout seul. Hop, je te fais gagner du temps. On l'a trouvé ici en anglais, on l'a trouvé ici donc en français, qui profite de la théorie des pipelines. Ça, tu peux l'enlever. Bon, on sait tous qui en profite. Tiens, si tu veux jeter un coup d'œil aux images, on sait tous qui en profite. On met ça dans un côté. De côté ici, là, c'est bien. Mais ce qui nous intéresse, c'est le rapport avec l'Allemagne. Parce que les pipelines appartiennent à 50% à l'Allemagne et environ à hauteur de 20% à la France, ce qui est quand même assez gênant lorsqu'une attaque militaire a lieu, un attentat terroriste en tout cas, pour l'instant, a lieu contre ces infrastructures stratégiques et que les suspicions vont très clairement du côté des États-Unis, alors même que ces mêmes États-Unis sont positionnés comme bah, un hégémon et auquel les pays d'Europe sont asservis. En tout cas, le terme qui est le plus souvent utilisé, c'est celui de vassalité. Bon, voilà. Bref, c'est leur patron. Et quant à leurs patrons qui viennent casser les matériels de ces subalternes, qu'est-ce qu'on peut dire? L'Allemagne. Pourquoi l'Allemagne? Alors ça, c'est des articles qui sont parus récemment encore. La Rand Corporation aurait planifié. On le sait, on a tous les documents déjà. Certains étaient faux d'ailleurs. Euh, mais la plupart de ceux qui ont été publiés par Magno Denucci notamment nous montrent très clairement euh, la prévision et la planification de tout ce qui a eu lieu. La production en Allemagne n'est plus compétitive. Je vais essayer de sauter directement à l'article que je cherche. Notamment, bah tiens, l'article, l'objectif de Biden, l'Ukraine comme tombeau de l'axe franco-allemand. Ça, c'est une très bonne remarque. Et le but, le plus souvent, des agressions militaires, quand elles ne se font pas passer pour un des deux belligérants dans le but de créer des tensions, de toute manière, sur un plan stratégique, le but des coups militaires comme ça est toujours de créer des tensions entre des pays. Et entre quels pays veut-on créer une tension lorsqu'on attaque les pipelines? Est-ce que c'est entre la Russie et l'Allemagne ou l'Europe? C'est en tout cas ce qui peut paraître quand on voit que la, une, la rengaine médiatique euh, a consisté à dire que c'était la Russie elle-même qui était responsable du bombardement de ses propres pipelines, ce qui évidemment est absurde. Mais en réalité, les tensions qui sont créées sont celles qui peuvent avoir lieu au sein de l'Europe et notamment autour de l'Allemagne. Mais en fait, ça va être plus profond que ça. On va découvrir des choses. Des cartes pour lesquelles il ne vaut pas la peine de mourir. Il y en a un premier là qui arrive. Ça, c'est des questions que tout le monde se pose, des questions plates. La guerre ukrainienne ne concerne pas l'Ukraine, mais l'Allemagne, disons-le clairement. Stratégie du Kremlin. Oui, bah bravo. Le curieux silence qui entoure les bulles de gaz, ça c'était notre article. Non, voilà, c'est ça. Cet article est une republication. Alors du coup, c'est bizarre que l'auteur ne soit pas cité, parce qu'il est bien fameux, Mike Whitney. Parce qu'ici, il l'appelait Michael Whitney. Et cet article est paru en février. Et déjà, il annonçait très clairement la couleur. La crise ukrainienne ne concerne pas l'Ukraine, mais l'Allemagne. Et c'est l'Allemagne qui est visée principalement par l'ensemble des activités qui ont lieu actuellement. Et pourquoi ça? D'autres articles disaient même aussi que l'Allemagne était toujours au centre des problèmes d'empire qui s'effondrent,
Première et Deuxième Guerre mondiale, et la Troisième aussi. En Allemagne, la majorité soutient le projet de gazoduc. La plupart des Allemands et des entreprises, évidemment, sont parfaitement favorables à ça. Comme on le sait, la- l'apport énergétique produit par ces pipelines couvre à peu près 50% de l'économie allemande. Et sans ça, il n'y a plus rien qui tourne. Et dans le même temps, les médias, principalement, les institutions, etc., sont formellement contre ces pipelines. La question que pose Mike Whitney à ce moment-là, en février déjà, acceptera-t-il le rôle fondamental que pourra jouer l'Allemagne dans un nouvel ordre mondial, le nouvel ordre, le vrai, hein, pas le premier, le deuxième, dans lequel de nombreux centres de pouvoir émergents partageront équitablement la gouvernance mondiale et dans laquelle les dirigeants resteront fermement attachés au multilatéralisme, au développement pacifique et à la sécurité pour tous. Ou cherchera-t-il à soutenir le système d'après-guerre en lambeaux qui a clairement dépassé sa durée de vie, son espérance de vie? C'est la question. Donc si on continue à faire défiler ce champ de la Ming, bon, j'ai fait déjà les recherches pour aller plus vite. Et puis d'ailleurs, j'ai trouvé un que je cherchais aussi avant sur les Straussiens. Là où tout a commencé pour les Straussiens, c'est cet article, l'UE mise à genoux par les Straussiens, euh, de Thierry Messant, donc très récent encore. Où là, vraiment, véritablement, on a une analyse de leurs activités qui entraîne bah, notamment ce qui va se passer maintenant, ça va être les coupes de courant, etc. Ça, c'est dans le sujet. Et on a ces notes intéressantes à voir. Les Straussiens iront jusqu'au bout. Ils ont profité de la décadence états-unienne pour s'arrocher le vrai pouvoir, puisqu'un junkie jamais élu peut utiliser des avions officiels à gogo pour faire des affaires partout dans le monde, soi-disant, bah, ça c'est sûrement le fils de Biden. Ils se sont discrètement installés dans l'ombre du président Biden pour gouverner à sa place. Les dirigeants européens, eux, sont soit aveugles, soit trop engagés pour s'arrêter et reconnaître leurs 30 ans d'erreur et faire demi-tour. C'est un article qu'il fallait pas manquer. Sur l'Allemagne, parce qu'en fait, le sujet des Straussiens, il va revenir dans notre question, ça tu peux l'enlever, de la Starkrook. Enfin, sa façon d'aborder le problème passe par les Straussiens. Et c'est très intéressant. Donc c'est important d'étudier ça auparavant. Et la question ici, c'était celle de l'Allemagne. Quel est le rôle de l'Allemagne dans cette histoire? À qui profite ça, on l'a vu, c'est Pepe Escobar. L'Allemagne et la Russie sont ensemble la seule puissance qui peut menacer les États-Unis. Et là, quand même, déjà, rien qu'avec le titre, tu commences à trouver une bonne explication. Et notamment, ben, pour les États-Unis, la peur est primordiale, c'est l'alliance et du capital allemand et de la technologie. Enfin, du capital allemand, virgule, de la technologie allemande combinée aux ressources naturelles russes et la main-d'œuvre russe. C'est la seule combinaison qui a effrayé les États-Unis pendant plus d'un siècle. Ce sont les propos donc de George Friedman, qui était un conseiller stratégique de Straftor, et qui, dans un discours qu'il a tenu au CFR, qui ne sont pas des personnes gentilles. Et donc cet auteur estime que ça mérite toute notre attention, et même une plus large diffusion en fait. Dans sa stratégie, l'Europe, la stratégie de Washington, l'Europe n'est qu'un simple pion, un outil. Euh, Friedman en parle avec un infini mépris. L'arme utilisée sera la déstabilisation en Ukraine. C'est ce que nous avons déjà fait en Afghanistan. Afin de pouvoir commencer les vraies opérations, dit-il avec son sourire froid et son petit rictus pendant qu'il expose son programme au CFR. L'Europe n'existe pas. C'est une illusion.
C'est un truc. Seule l'intégration germano-russe peut nous menacer, et nous ne le permettrons pas. C'est pourquoi nous soutenons Kiev. Nous plaçons des armes dans tous les pays d'Europe. Entre parenthèses, l'armée de Kiev est notre armée, c'est nous qui décernons les médailles. Bien sûr, nous agissons en dehors du cadre de l'OTAN. Notre objectif est d'établir un cordon sanitaire autour de la Russie. Ça, c'est déjà été fait évidemment par le fait de poser des dizaines et des dizaines de bases militaires dans tous les pays frontaliers. Nous pouvons envahir n'importe quel pays du monde, alors qu'aucun pays du monde ne peut nous envahir. Et les pays que nous ne pouvons pas occuper, on essaye de faire en sorte qu'ils s'entre-déchirent. L'objectif n'est pas de gagner, mais de déstabiliser. La déstabilisation est le seul moyen, le seul but de nos actions à l'étranger. En général, ils n'ont pas de problème avec ça, et c'est ce qu'ils font couramment. D'ailleurs, c'est cynique, c'est amoral, mais ça marche. Et la principale inconnue, c'est l'Allemagne. Qu'est-ce qu'elle fera finalement? Qu'est-ce qu'elle choisira? C'est un géant économique et un nain politique, comme toujours dans l'histoire. On va y revenir après, il en parle à Lester Crook. Et l'Europe subira le même sort que tous les autres, de toute façon. Et ensuite, dans cet article, le Psycher compare ce programme avec les propos tenus par Vladimir Poutine en 2015, qui sont symétriquement opposés, évidemment. Donc voilà, c'était intéressant d'avoir cet article sous la main, qui est un article de la catégorie des articulations historiques. Les États-Unis déclarent la guerre à la Russie, l'Allemagne et les Pays-Bas et la France. Par Thierry Messant. Alors que la presse internationale traite du sabotage des gazoducs Nord Stream sous l'angle du fait divers, ce que remarque aussi Alastair Crooke, nous l'analysons comme un acte de guerre contre la Russie, l'Allemagne, les Pays-Bas et la France. En effet, les trois voies d'approvisionnement en gaz européen de l'Ouest viennent d'être coupées simultanément, tandis que, toujours concomitamment, le nouveau gazoduc vient d'être inauguré à la destination de la Pologne. Un petit gazoduc en fait, qui fait un dixième de la capacité du Nord Stream, mais qui du coup profite à la Pologne, qui est un petit pays rebêche, etc. Pardon. Et là, on a la réponse de la Russie au sabotage du Nord Stream, une réponse proportionnée et intelligente, comme toujours, et évidemment qui n'a pas du tout lieu dans le champ de la guerre, mais sur le champ de la diplomatie. La réponse la plus intelligente qui soit, dans un article qui est parfaitement anodin, c'est une brève sortie de franceRT.com et qui nous dit tout simplement que la diplomatie russe propose d'enquêter sur les fuites en partenariat avec l'Allemagne. Parce que l'histoire, il faut savoir que d'après le discours de Maria Zakharova, alors on va le retrouver aussi. Pourquoi la Suède ne partage-t-elle pas les résultats de l'enquête sur le Nord Stream avec la Russie? Elle expliquait, c'est pas elle, Maria Zakharova, ça c'est une autre personne. Elle expliquait à sa manière, qui est délicieuse à chaque fois, comment fonctionnent les enquêtes en Suède, l'autorisation qui est demandée pour pouvoir faire une enquête, qui prend 10 jours au moins, le temps qu'il faut pour nettoyer les preuves, la comparaison avec le Boeing Malaysia Airlines qui s'est fourvoyé, l'enquête qui a toujours été impossible sur la MH17. Et donc en fait, l'idée que... alors là, Maria Zakharova est simplement citée comme auteur. J'aurais dû la laisser... hop. Oups, on enlève ça. Voilà, rapport du représentant officiel
du ministère russe des Affaires étrangères à propos de l'enquête sur le sabotage des Nord Stream. Ça, il faut le lire. C'est bien. Je te le mets aussi dans la liste des articles que je mettrai en commentaire, où vous pourrez voir tout le déroulement des opérations de l'enquête et à quel point on peut en rire. Et donc c'est difficile de faire une enquête, et c'est pour ça que proposer à l'Allemagne, on revient ici, de, de faire une enquête en partenaire, c'est un moyen de se rapprocher. Et c'est donc parfaitement opposé à, au plan, en fait, qui est précisément le but de la destruction des pipelines, qui était de diviser et d'opposer l'Allemagne et la Russie. Comme quoi, Mike Whitney avait raison, c'est pour ça qu'il a été rediffusé, en tout cas par ce site Énergie Eurosynergie. Ça, on s'en fiche. Et donc on revient là à notre article de la Starkrook. Alors évidemment, j'aurais pu faire les commentaires sans m'appuyer sur beaucoup de sources, à part qu'elles sont nombreuses et diffuses, mais juste pour dire que si la stratégie s'intéresse à diviser, à éloigner l'Allemagne et la Russie, c'est précisément parce que l'Allemagne serait un point d'entrée de la Russie en Europe, pour faire une Eurasie, comme c'était prévu au départ finalement. L'idée générale, c'est que le continent entier doit appartenir à un seul bloc. Et l'idée principale, c'est que le bloc eurasien, donc, constitué principalement par la Russie jusqu'à la Chine, se désolidarise du dollar, donc se dédollarise, et commence à envisager de faire des tractations et des transactions internationales avec une autre monnaie, principalement le yuan, et puis ensuite encore une autre qu'ils vont créer spécialement, une monnaie qui sera contrôlée précisément, qui sera basée euh, sur les valeurs des matières premières et des biens courants, de façon à ce qu'il n'y ait pas d'inflation, à ce que cette monnaie ait des repères et qu'elle ne soit pas délirante comme le dollar, créant ainsi un nouveau système monétaire international complètement indépendant du dollar et donc laissant de côté le dollar. Le but des Américains étant d'obtenir l'hégémonie de la création monétaire, sachant qu'ils peuvent, et c'est ce qu'ils font depuis toujours, créer de l'argent autant qu'ils veulent, sans avoir de compte à rendre à personne, en s'endettant à l'infini, et donc en endettant les ménages, et en appauvrissant les populations, dans le but d'obtenir tout ce qu'ils veulent. Et ça, c'est précisément ce qui était ciblé dans le discours de Poutine, quand il disait que les Américains vivaient sur le dos du monde. Et c'est exactement ce que tout le monde maintenant veut éviter. Et c'est pour ça que ce nouveau système est une menace existentielle pour les États-Unis. Et que si l'Allemagne devient un point d'entrée pour ce nouveau système, qui est en train de naître, automatiquement tous les autres pays d'Europe vont suivre dans la foulée. Et ce sera la fin du dollar. Ce qui est pertinent dans son article, on va y arriver quand même finalement. Donc il parle des pipelines, il parle de la réaction des médias qui est extrêmement timide, mijaurée, ou minorée même. Il parle des Straussiens, dont on a vu que ce sont le genre de personnes qui ne lâchent rien. Donc il parle évidemment de la culpabilité très potentielle des États-Unis. Et en gros, malgré que tout le monde sache, ou en tout cas se doute de qui est le coupable, et de l'importance stratégique gigantesque, phénoménale que peut avoir la destruction des pipelines, le fait que la presse, le courant médiatique, n'en fasse pas état et le considère comme un fait divers, comme le disait Thierry Messant, ceci constitue un paradoxe pour lui qu'il convient de résoudre, et notamment l'interaction des trois principales dynamiques à l'œuvre en Europe. Et c'est ça qu'il étudie dans son article.
Et chacune de ces dynamiques, on va dire, il les décrit comme se considérant comme une main gagnante et le tout et la fin, ou l'alpha et l'oméga de l'avenir. Chacun est tellement campé sur ses certitudes et son sentiment de supériorité que, évidemment, il est très difficile d'envisager des interactions entre elles. Alors que pourtant, deux de ces courants dont il va parler ne sont que des outils utiles, pour dire idiots utiles, aux yeux de ceux qui tirent les ficelles, en arrière-plan, c'est-à-dire ceux qui contrôlent les opérations psychologiques, depuis derrière le rideau. Et qui a-t-on derrière le rideau? Eh bien, ce sont ces Straussiens. Les Straussiens, donc, il en fait son explication, sont les disciples de Léon Strauss, principal théoricien néocon. Beaucoup sont d'anciens trotskistes qui sont passés de la gauche à la droite, en tout cas qui passent allègrement de l'un à l'autre au gré de leurs intérêts. Et leur message est une doctrine très simple sur le maintien du pouvoir. C'est comme ça qu'ils nomment ça, mais on va approfondir cette question. Ne jamais laisser échapper le pouvoir. Empêcher tout rival d'émerger, quoi qu'il en coûte. Ça aussi, si ça vous dit quelque chose en France, vous me dites. Il explique que leur message est une doctrine très simple. Alors, évidemment, garder le pouvoir. Et juste avant, il existe une forte disparité des motivations en Europe, en fait, pour continuer dans la voie dans laquelle ils sont engagés. Et ça, c'est un élément qui est très important pour comprendre comment vont se dérouler les événements dans le futur, parce que c'est d'une importance stratégique. Euh, on a d'un côté ceux qui sont derrière le rideau, qui ont une motivation qui est très simple et très claire, donc une détermination qui est facile à comprendre, en tout cas à appréhender. Et dans le niveau en dessous, au niveau donc des sbires, les motivations sont disparates. Elles sont, chacun voit à peu près tout. C'est pour ça que se conforme le conglomérat, on va dire, de pensée négative qui devient de la russophobie en termes général. Voilà, c'est juste de la détestation, de la haine et ainsi de suite. Et ce sera intéressant de noter que en face, les motivations et la détermination de la Russie, elle aussi, est très simple, très claire et très nette. Et c'est aussi donc extrêmement important de noter que dans une guerre, celui qui gagne, c'est celui qui a la meilleure détermination, dans le sens où sa détermination est la plus logique, la plus fiable, la plus probable, la plus intelligente, la plus j'avais encore déjà dit, mais bon, la plus logique en fait, et dans le sens où c'est une raison qui est simple, claire et nette. Et si dans une guerre se combattent deux camps, un qui a une raison claire et nette et l'autre qui a des raisons approximatives et diffuses, celui qui perd la guerre, c'est le deuxième, évidemment. Donc c'est extrêmement important pour comprendre pourquoi et comment il n'y a aucune chance pour le camp des États-Unis. Et donc le plan des Straussiens de marcher, c'est parce qu'en phase 2, ils ont trouvé une plus grosse détermination et une plus grosse motivation. Et en tout cas, elle est plus stable et plus fondée. Parce que ça va être quoi la motivation des Straussiens? Le principal Straussien, Paul Wolfowitz, a inscrit cette simple doctrine consistant à détruire tout rival émergent avant qu'il ne vous détruise. Il y a une lecture à faire avec ça. Tu mets détruire tout rival, point. Tu mets un point ici. Tu peux le faire comme ça si tu veux. Hop, détruire tout rival, point. Mais j'ai pas le droit de modifier les textes, hein, mais c'est pour rire. Allez, je te l'enlève. Comment on enlève ça? Hop, voilà, je suis revenu. Détruire tout rival, ça, c'est euh, une pulsion animale. C'est purement bestial. C'est un réflexe paléontologique, on va dire. Enfin, en tout cas, ça relève du cerveau, du paléocortex, comme on l'appelle, en tout cas du cortex primitif. C'est une action euh, purement... ouais, c'est de la sauvagerie, de la barbarie, tout
tout simplement. Il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas de philosophie, on n'en est pas à ce stade. Le stade où ça se trouve, détruire tout rival, ça consiste simplement à défendre sa nourriture, par exemple. Et ensuite, on a tout rival émergent avant qu'il ne vous détruise. Et là, cette partie-là, c'est la construction psychologique, c'est l'entendement qui arrive et qui arrive après la pulsion biologique, afin de donner une explication et de fournir une justification à cette pulsion biologique. Donc ça, c'est de la construction. Et dans cette phrase, en plus, tout rival émergent, ça veut dire que c'est pas un rival avéré. Parce que quand un rival avéré est obtenu, enfin, à ce moment-là, c'est déjà la fin pour cette élite. Alors, il y a un truc à dire là-dessus. Mais il s'attaque à tout rival émergent, c'est-à-dire toutes sortes de futurs rivales potentiels, c'est-à-dire énormément de monde. Et avant qu'il ne vous détruise, ça veut dire en supposant que d'office, de toute manière, tout rival émergent n'a qu'une seule envie, c'est de les détruire. Pourquoi cette façon de penser? Il faut comprendre, c'est très important. C'est au centre de tout. C'est la psychologie des élites et des Sestrosiens en tout cas en particulier. Mais eux, c'est encore qu'une petite partie. Mais tous les grands possédants et tous ceux qui se considèrent comme l'élite de ce monde savent très bien de quoi ils retournent. C'est la théorie de l'élite qui est une espèce de brouillon semi-scientifique qui date du siècle dernier, qui fonde sur l'observation de la biologie, des conclusions sociologiques. Donc ça a donné naissance à tout le champ qu'on appelle la sociologie. Ça a donné naissance à ce qu'on a appelé les relations publiques, donc la façon dont il faut parler au peuple pour le contrôler d'une certaine manière, et contrôler ce qu'il pense et sa façon de réagir. Ça a donné naissance au nazisme, absolument, puisque de toute façon, de la même manière, c'était basé sur la fausse interprétation de Darwin, la loi du plus fort. C'est pas du tout ce que Darwin avait dit, mais c'est comme ça qu'eux l'ont compris en sociologie. De la même manière, la théorie de l'élite interprète de façon assez barbare, assez, on va dire, inculte, sur un plan scientifique, euh, commet des interprétations abusives de ces observations sur la biologie, la science, notamment comment fonctionnent les fourmis. Et donc les fourmis ont une reine. Donc dans toute société, il est nécessaire qu'il y ait des dominants et une élite. Et ça, c'est un fait considéré comme inéluctable, une loi ultime de la nature, quelque chose qui nous dépasse tous. Et donc, c'est à ce niveau que se situent les gens qui se considèrent comme nos élites. Et dans ce cadre, ils savent très bien que c'est aussi une loi de la nature. Toute élite finit un jour par être renversée et remplacée par une autre élite. Il faut toujours qu'il y en ait une. Et si c'est pas eux, ce sera quelqu'un d'autre. Donc, leur mission, c'est de conserver leur statut d'élite à tout prix. Et les Straussiens sont particulièrement acharnés sur la préservation du statut d'élite. Et ils sont d'autant plus en vue aujourd'hui qu'on est précisément à une époque de grands bouleversements. Et donc, la star continue, et puisque le message bloquer tout rival est si direct et convaincant, les Straussiens peuvent facilement passer d'un parti politique à l'autre. Ça, c'est vraiment secondaire, mais c'est vrai que ça explique aussi comment le parti pseudo-socialiste aux États-Unis, c'est le Parti démocrate, celui qui était censé préserver un minimum de décence dans la politique, sachant que la droite et républicains étaient plutôt axés sur l'exacerbation du néolibéralisme, et donc encore une fois de la loi du plus fort, et ainsi de suite. Finalement, ces Straussiens ont finalement décidé de pourrir le camp le plus ennemi du leur en s'y intégrant et en faisant un espèce de moyen pour agir relativement ouvertement, quitte à se faire ensuite haïr par tout le monde, tout en faisant d'une pierre deux coups, détruire un ennemi et justifier les postures qui sont celles qui sont avancées par les élites actuelles, c'est-à-dire le néolibéralisme absolu.
Bon, les Straussiens préfèrent comploter derrière le rideau, etc. Leurs alliances restent toujours opportunistes et ils cherchent principalement à élaborer des nouvelles justifications à leur exceptionnalisme américain. Et donc, il nous parlait de trois grands courants, trois grandes dynamiques à l'œuvre, dont deux étaient directement contrôlés. Et c'est là que vient la réflexion que s'est faite Alastair Crooke, qui l'a motivé à écrire cet article et à le réécrire une deuxième fois en un peu mieux, peut-être. Mais l'idée principale est vraiment très puissante et c'est là-dessus qu'il faut se concentrer. C'est pour ça que c'est un très bon article. Il va nous faire un lien entre ces différents courants. La première de ces impulsions importantes dans le recadrage actuel est la politique identitaire libérale. Il appelle ça la politique identitaire et on va du coup être tenté de garder ce terme pour le décrire. C'est très intéressant. Et c'est une politique identitaire libérale, activiste, orientée vers la justice sociale. Vous le reconnaissez, c'est bien lui, le wokisme. Pourquoi le wok devrait-il intéresser la CIA et le MI6? Parce qu'il est révolutionnaire. Et la politique identitaire a évolué au cours de la Révolution française afin de bouleverser le statu quo et de renverser son panthéon des héros modèles, c'est son élite, et donc de déloger l'élite existante et de porter une nouvelle classe au pouvoir. C'est ce qui s'est passé pendant la Révolution française. Il est apparu une nouvelle politique identitaire. Donc ce qui fait que nos élites savent comment ça va se produire et ce qui va se produire. Et évidemment, ça suscite évidemment l'intérêt des Straussiens parce que toute la question est de pouvoir avoir la main sur cette politique identitaire pour qu'elle soit libérale. Entre parenthèses, chose très visible, Biden aime bien vanter l'exceptionnalisme de notre démocratie. Alors ça, c'est tellement éculé qu'on a du mal à en parler, mais pourtant, c'est ce qui se passe toujours. Et bien entendu, Biden fait ici référence non pas à la démocratie générique au sens large, c'est-à-dire ce qu'on appelle couramment la vraie démocratie, une chose qu'on ne connaît pas terriblement beaucoup. Entre parenthèses, du coup, ça nous oblige à ouvrir cette parenthèse. À chaque fois qu'un pays non recommandable fait des élections, un référendum démocratique qui se déroule à la perfection et qui est un véritable exemple qui est exemplaire en fait, il est, si les résultats ne plaisent pas à l'hégémonie, ce référendum est décrié comme étant parfaitement futile, sans aucun intérêt, totalement bidon. Alors que nous, nos propres référendums en Europe, à chaque fois qu'ils ont lieu, ils sont très visiblement truqués, problématiques, incroyablement étonnants, avec une opacité complète sur les fonctionnements et on n'a aucune certitude qu'on n'ait pas été complètement leurré dans l'histoire. Et de même, quand on fait des votations sur des sujets comme le référendum sur l'Europe, le résultat ne plaît pas, on n'en tient pas compte. Donc voilà pour les défenseurs de la démocratie. Donc quand Biden parle de démocratie, il fait pas référence à la vraie, il fait référence à une rejustification de l'Amérique libérale pour l'hégémonie mondiale. C'est ce qu'il appelle la démocratie. C'est-à-dire, en gros, sa domination. C'est un synonyme de notre démocratie, c'est notre domination. Exactement ça. Je veux dire, alors que c'est même pas lui qui aurait eu l'idée d'une démocratie, par exemple. Et donc, on a une deuxième dynamique clé, très importante, dans les mouvements américains, c'est la transition verte. Et c'est une dynamique qui cohabite sous l'égide de l'administration Biden, évidemment. La philosophie est très radicale, distincte de la Silicon Valley. C'est une vision qui tend finalement à devenir carrément, simplement, je rajoute plein de mots entre les deux, eugéniste et transhumaniste. Et qui, dans la foulée, s'aligne à certains égards sur celle de la foule de Davos, évidemment. Donc ça rejoint le plan de Davos. Donc c'est une espèce de cheminement volontairement établi. Donc de la transition verte vers Davos, il y a un trajet qui est, comment on dit, balisé.
prévues d'avance. Et tout ça en passant par les activistes directs de l'urgence climatique, qu'on voit de temps en temps bloquer des rues et qui se font huer par les gens en leur disant, qui leur disent mais vous êtes ridicules, enfin. Et là, pour arriver à sa réflexion, on passe par cette remarque selon laquelle chacune de ces deux doctrines a pour propriété particulièrement étonnante en tant que, comment il appelle ça déjà, politique identitaire. Ces deux politiques identitaires donc ont comme propriété extrêmement étonnante, voilà, le maintien intact de la doctrine straussienne et de l'exceptionnalisme américain et occidental, ainsi que son insistance pour que les ennemis soient décrits en des termes manichéens les plus extrêmes. C'est-à-dire que les mouvements idéologiques qui sont instillés aux populations pour leur permettre d'avoir un échappatoire et un espoir par rapport aux différentes souffrances qu'on leur fait subir, est constitué d'un socle de réflexion qui a déjà été mené en amont, parfaitement tranquillement à l'abri et derrière le rideau, dans le but de maintenir cette velléité de paix et de participer positivement au monde auquel on appartient, tout ce que les gens peuvent avoir comme énergie positive et qui cherchent à le mettre quelque part, tout ça est canalisé dans des politiques idéologiques, on va dire, qui ont des propriétés parfaitement calibrées, de façon très, très, très certaine et très claire. Et notamment, la principale propriété, c'est de ne jamais s'en prendre au système libéral. Et la deuxième, c'est toujours de décrire les ennemis de façon manichéenne. Et quitte à attiser la haine, évidemment. C'est deux petites choses, hein. C'est deux petites choses de rien du tout. C'est une construction et une intervention qui demande le minimum d'énergie, on va dire, pour pouvoir maintenir au final un énorme statu quo. Le but du manichéisme, entre parenthèses, depuis Carl Schmitt, est d'exclure toute médiation avec les rivaux, en les dépeignant comme suffisamment mauvais pour que leur discours devienne inutile et moralement défectueux. C'est-à-dire que c'est simplement d'introduire des idées préconçues et des préjugés qui font que toute discussion est condamnée d'avance, que c'est ce qui se passe dans la tête d'un raciste de base, quoi. C'est même pas la peine de lui donner un argument ou de l'expliquer avec la logique ou quoi que ce soit. Pour lui, c'est réglé d'avance. Et il n'y a rien à faire. Ce sera toujours comme il a décidé que ce serait. Donc on cultive ce manichéisme à escient, évidemment. Et donc, ce qui se passe, c'est là que ça se passe. Je vais peut-être lire le paragraphe en entier. C'est-à-dire que la transition des politiques libérales de l'autre côté de l'Atlantique ne devrait pas surprendre. Le marché intérieur trusté de l'Europe est précisément conçu pour remplacer le débat politique. C'est-à-dire que les deux champs dynamiques, les deux dynamiques dont on vient de parler, ont comme objectif finalement de remplacer le débat politique, c'est-à-dire le débat d'idées, le fait d'apporter des nouvelles idées, de réfléchir à des questions, de vérifier des choses, etc. Tout ce qui fait le débat politique, tout ce qui fait une démocratie, tout ça est remplacé par ce qu'il appelle un managérialisme technologique. C'est-à-dire qu'on a des tuteurs, des managers, ou en tout cas des coachs, c'est bien ça qu'il doit y avoir, pour pouvoir centrer, canaliser, border, limiter les mouvements sociaux par premièrement le respect du libéralisme et deuxièmement la manichéisation de l'ennemi et donc la polarisation en fait des extrêmes. Il y a des gens qui sont dedans, infiltrés, et qui ont ces deux contraintes qu'ils imposent aux personnes qui voudraient venir s'intéresser, par exemple, aux questions d'écologie et tout ça. C'est ça que ça veut dire, hein, ce qu'il nous raconte.
Et du coup, ce qui se passe, c'est que, comme on dit souvent dans ces cas-là, maintenant voilà avec vos conneries, maintenant voilà ce qui se passe, vous avez voulu créer un espèce de managérialisme technologique pour avoir un discours qui est dirigé, pour contrôler les idées. Et le revers de la médaille immédiat, évidemment, donne naissance à ce qui est qualifié de déficit démocratique. Et du coup, ça se voit, ça finit par se voir qu'il y a un problème. Et donc, c'est comme ça qu'on reboucle sur le début. Les euro-élites avaient besoin désespérément d'un système de valeurs pour combler cette lacune qui est le déficit démocratique. Ils ont donc sauté dans le train woke libéral en s'inspirant de ça et du messianisme du Club de Rome qui a été utilisé à bon escient, dont le principal objectif était justement la désindustrialisation, ce qui était assez antinomique avec les volontés des personnes qui vivaient à l'époque du Club de Rome, il y a 50 ans. Ils attendaient surtout à, ils s'attendaient surtout à une grande croissance économique. C'était principalement ça le but. Mais tout d'un coup, il s'avère que la désindustrialisation devient une bonne idée, profitable pour les plans en cours. Donc ils peuvent récupérer leur fameux messianisme pour en faire un train libéral. C'est bien ce messianisme, c'est une façon de dire les choses de façon, comment on va dire, subjective. Voilà, les arguments logiques qui sont donnés n'existent pas. Les seules motivations qui sont prononcées sont de l'ordre de ce qui est subjectif. Et grâce à une confusion de l'esprit et à un pouvoir de persuasion dans les discours et ainsi de suite, on peut, comme y dire, obtenir une nouvelle secte brillante de pureté absolue, un avenir vert, des valeurs européennes inoxydables, qui, entre parenthèses, viennent venir combler les lacunes de démocratie. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas accuser que ce ne soit pas une vraie démocratie, parce qu'ils sont très heureux, les gens, quand même. Et donc, ces deux courants, politique identitaire et agenda vert, étaient et sont toujours à la tête de l'Europe, les Straussiens se tenant derrière le rideau, tirant le levier de l'axe renseignement-sécurité. Au moins, c'est clairement dit. Alors donc, cette histoire de désindustrialisation, elle est évidemment liée au sabotage de l'axe Allemagne-Russie. Et cette question de la désindustrialisation est effectivement très clairement le but de la destruction des pipelines. C'est-à-dire que s'ils s'imaginaient qu'un monde vert et beau était désindustrialisé, c'était sûrement en pensant que tout le monde deviendrait intelligent et que en prenant les bonnes solutions et en faisant les bons choix, on arriverait à ceci. Mais étant donné le fonctionnement manichéen et réducteur qui est le leur, évidemment, ça ne peut passer que par l'usage de la force et la privation de liberté, le fait de décider pour les autres. Et c'est ça, hein, la dictature. Et donc, et tout en même temps, leur motivation, enfin, ce qu'ils croient obtenir, ce qu'ils croient faire, c'est de laver les péchés occidentaux de racisme, de patriarcat et de hétéronormativité. Je ne sais pas si c'est un péché, mais l'idée, c'est de se racheter une conscience. Donc, en même temps qu'ils appliquent leur plan, ils prétendent se racheter une conscience, et ce qui fait qu'ils sont dans la posture qui était décrite au début, quand chacun est tellement sûr de lui qu'il se considère comme l'alpha et l'oméga de l'univers, et que c'est même pas la peine de venir le contredire dans son plan. Et ça devient exactement ce que Poutine avait critiqué dans son discours du 30 septembre, discours historique allègrement,
quand il a critiqué l'Occident et sa manière de faire, et son délire de supériorité. Et donc voilà où ça nous mène, c'est que à la pointe, le fer de lance, on va dire, européen, qui est l'Allemagne, c'est là que se trouvent les fameux, il appelle ça les zélateurs verts. Article de Diana Johnston. Oh, dis donc, je suis même pas sûr de l'avoir. Je vais aller voir. Je vous dirai après. Et donc, c'est là qu'on trouve le parti vert allemand. Et c'est là qu'est le problème. Il détient le leadership en Allemagne et sont à la tête de la Commission européenne. C'est le zèle vert fusionné à la ruine de la Russie. Et donc les légionnaires allemands, enfin les verts allemands se considèrent comme des légionnaires de cette nouvelle armée impériale transatlantique, abattant littéralement les piliers de la société industrielle européenne, rachetant ses ruines fumantes, ses dettes impayables grâce à un système financier numérisé qui a un avenir économique renouvelable, façon de parler. C'est pour dire qu'en fait, ils vont passer à la monnaie numérique, ils vont passer à une espèce de bitcoin européen, le but étant évidemment d'avoir la main sur l'ensemble des tractations financières qui peuvent avoir lieu à tous les niveaux, et donc de tout taxer, de tout contrôler, à un moment précis où justement l'énergie devient extrêmement onéreuse et où ça coûte extrêmement cher de faire tourner une blockchain. Mais bon, vraisemblablement dans le but d'avoir la main sur l'industrialisation. Enfin, en tout cas, c'était le plan. C'est ça le plan. C'est pas dit que ça se passe comme ça. Hein. Tel que le plan était prévu, la Russie était suffisamment affaiblie et Poutine pleurait. Les vautours s'attaquaient à sa carcasse. Comme d'ailleurs ça s'est déjà produit dans les années 90. Et ensuite, que se passe-t-il? Ben, ça, c'est donc deux paragraphes qui ont été rajoutés après coup. Euh, les Faucons vont probablement jouer leur prochaine main dans le bras de fer de la Troisième Guerre mondiale, en surfant sur les problèmes de l'envolée du dollar, en pensant détenir toutes les cartes en main, dans le but de faire tomber cette fameuse ceinture de sécurité, on va dire, qui est le fait que que la Russie soit quand même un pays extrêmement riche au niveau énergétique et au niveau des ressources naturelles. Donc en fait de tout dépouiller. Et tout ça pour en finir dans cette nouvelle conclusion de cet article remanié. Tout ça pour en arriver au fait que les banques centrales n'ont pas fini avec cette histoire. L'inflation change de calcul. Alors ça, c'était encore toute une explication. C'est-à-dire que dans l'effondrement, les marchés sont de plus en plus baladeurs, ce qui est en général très mauvais pour les traders. Ce qu'ils veulent le maximum possible, c'est d'avoir un marché qui soit le plus stable possible. Et donc pour resserrer ces mouvements, il s'agit de ne pas avoir d'autres solutions finalement que le fameux quantitative easing, ce qui est censé marcher dans la principale partie des cas, en général, mais quand l'inflation est si grande, les conséquences peuvent être aussi énormément plus complexes. Et puis de toute manière, la plupart des banques n'ont carrément même pas les moyens d'appliquer un assouplissement quantitatif, c'est-à-dire d'injecter de l'argent. Ils n'ont carrément plus la possibilité de le faire, malgré qu'ils aient besoin de le faire et malgré que ce soit encore plus mauvais de le faire. Donc c'est une situation où apparemment tout est bloqué au niveau de l'économie. C'est principalement ce qui va se passer avec la destruction des pipelines et la réduction drastique des industries allemandes, et notamment agroalimentaires, la flambée du prix du pétrole, le fait que le transport de marchandises va faire augmenter considérablement encore les prix, encore plus que leur inflation naturelle. De nombreux facteurs, en fait, s'il y a 3 ou 4 facteurs qui convergent pour créer un produit fini,
si les 4 sont en inflation, le produit fini, il a 4 fois l'inflation sur la tête. Donc ça devient vite une super inflation. Et après, on parle d'hyperinflation quand on arrive à des inflations à 2 chiffres. Pour l'instant, à 3 chiffres. Pour l'instant, on est dans une super inflation, elle est à 2 chiffres, ce qui est déjà pas mal, ce qui veut dire que votre compte en banque a perdu 1 zéro, et quand on sera à une inflation à 2 chiffres, votre compte en banque aura perdu 2 zéros. Et dans cette version, elle est plus compliquée en fait que la précédente qu'il avait faite. Le curieux silence qui entoure les bulles de gaz en mer Baltique. Hop, hop et hop. Parce que là, il parlait pas du tout de l'économie en termes généraux. Ça rajoute un niveau de complexité à l'analyse globale. Mais en gros, le point sur lequel il s'était arrêté ici, c'était le fait que la catastrophe du Nord Stream, du coup, met un point final à l'incertitude concernant l'industrialisation ou la désindustrialisation. Voilà, c'est comme ça, c'est réglé le problème. On peut plus revenir en arrière. Et c'était ce qui était voulu. Et ce qui était intéressant dans cet article, dans cette remarque générale, c'était de voir la position des Verts allemands qui étaient donc à la fois les sbires de l'impérialisme américain, on va dire, et des Straussiens, qui voient leur propre industrie se faire flinguer devant eux et qui du coup se retrouvent dans une sorte de silence étonné qui du coup se répercute sur les médias qui n'ont plus qu'à, et c'est la fin, la conclusion, et n'ont plus qu'à marmonner de manière peu convaincante, oui, c'est Poutine qui l'a fait. Voilà, et pendant ce temps-là, de contempler la ruine de l'Europe, et tout ce que ça peut signifier, c'est-à-dire leur propre posture de couillon de l'histoire. On peut le dire comme ça. Désolé pour les gros mots. Voilà, c'était tout. Merci beaucoup d'avoir écouté si vous êtes arrivé jusque-là, et à bientôt, au revoir.